Un concert assourdissant de milliers de klaxons qui explosent simultanément. Voitures de luxe, bus surchargés, motos transportant des familles entières. Autorickshaws zigzagant entre les véhicules. Vélos ou encore charrettes tirées par des animaux. Et au milieu de ce chaos, il y a des vaches. Elles sont sacrées et intouchables. Elles traversent calmement mais avec plus d'autorité qu'aucun policier. Les feux tricolores brillent comme des décorations de Noël et les voies de circulation sont une idée théorique. Parcourir quelques kilomètres peut prendre des heures. Delhi compte aujourd'hui plus de véhicules que n'importe quelle autre ville sur Terre et ses habitants y passent au total 14 millions d'heures par jour coincés dans les embouteillages. Mais il y a pire que le bruit. Il y a ce que vous respirez. À Delhi, l'indice de qualité de l'air dépasse régulièrement 5 cents. Parfois 1000. Au-delà de 300, c'est considéré comme directement dangereux pour la vie humaine par l'Organisation mondiale de la santé. Respirer à Delhi pendant une journée équivaut à fumer entre 20 et 50 cigarettes. Chaque hiver, un brouillard grisâtre, épais, toxique, recouvre la capitale pendant des semaines. 17 000 décès prématurés par an sont liés à la pollution de l'air et les habitants perdent en moyenne 9 ans et demi d'espérance de vie. L'air qui est censé donner la vie, la retire ici. Après avoir survécu au trafic et à la pollution, on pourrait croire que rentrer chez soi apporterait un peu de répit mais non. L'électricité et l'eau suivent la même logique qu'une loterie. Les coupures de courant sont si fréquentes qu'elles font partie du quotidien. En pleine nuit, étouffant sous une chaleur de 40 degrés, le ventilateur s'arrête soudainement et le courant peut revenir dans 10 minutes voire dans 10 heures. Et l'eau ? Ouvrir le robinet revient à jouer car même lorsque l'eau coule, ne lui faites pas confiance. L'eau du robinet est rarement potable. Des villes entières ont connu le jour zéro, c'est-à-dire le moment où les robinets cessent de couler. Et puis, il y a la nourriture. La cuisine indienne est légendaire, délicieuse, vibrante et débordante d'épices. Mais c'est aussi une roulette russe pour votre estomac. La street food fait partie intégrante de l'expérience. Tout paraît irrésistible, jusqu'au moment où vous vous souvenez que beaucoup de cuisiniers n'ont pas vraiment l'habitude de se laver les mains après être allés aux toilettes. Résultat, des touristes sont victimes de la Delhi Belly, la fameuse diarrhée du voyageur, et les toilettes sont souvent sans papier, sans eau propre. Mais le plus frappant en Inde, ce ne sont ni le bruit, ni la pollution, ni le chaos. C'est le contraste. Vous pouvez marcher le long d'une avenue bordée de gratte-ciel, de centres commerciaux modernes et de voitures de luxe, puis traverser la rue et trouver des enfants pieds nus qui mendient une pièce. À Mumbai, s'élève l'une des maisons les plus chères au monde, Antilia avec 27 étages qui est la propriété du milliardaire Mukesh Ambani. Depuis ses fenêtres, on aperçoit l'un des plus grands bidonvilles d'Asie, où près d'1 million de personnes vivent sur à peine 2 km². Une nation fière de ses satellites tournant dans l'espace, mais où des millions vivent encore sans eau potable, dans des habitations improvisées. Le contraste n'est pas un détail en Inde. C'est sa principale caractéristique. L'Inde moderne aime se présenter comme une démocratie. La plus grande du monde, dit-on fièrement. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien plus sombre. Un système millénaire qui divise la société en une hiérarchie rigide et héréditaire, le système des castes. En fait, 80% de la population, c'est-à-dire près de 960 millions de personnes s'identifient comme hindous et pour la plupart, la caste détermine tout. Elle détermine qui vous pouvez épouser, où vous pouvez habiter, quel type de travail vous pouvez exercer et bien plus encore. En haut, on retrouve les brahmanes qui sont les prêtres. En dessous, il y a les kshatriyas qui sont les guerriers. Puis les vaishyas qui sont des commerçants et enfin les shudras qui sont de la classe des serviteurs. Mais au-delà de ces 4 castes, il y a les hors-castes qu'on surnomme les Dalits. Les intouchables. En 1950, la constitution indienne a officiellement aboli la discrimination fondée sur les castes, mais les lois sur le papier ne changent pas les mentalités. Les discriminations et les violences envers les Dalits persistent, surtout dans les zones rurales. Aujourd'hui encore, la caste d'une personne détermine son destin. Les Dalits représentent environ 200 millions de personnes. Dans le nord de l'Inde, il existe une communauté de Dalits dont le métier se transmet de génération en génération. Leur travail consiste à vider les toilettes à main nue. Pas avec des outils, pas avec des gants, uniquement avec leurs mains. Ils vont donc de maison en maison, ramassent les excréments dans des paniers et les jettent directement dans les rues. Cette pratique s'appelle le manual scavenging.
Bien qu'officiellement interdite depuis 1993, des centaines de milliers de personnes la pratiquent encore. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont nés dans la mauvaise caste. Dans les zones rurales, la situation n'est pas meilleure. Les Dalis ne possèdent aucune terre. Par contre, les castes supérieures en possèdent et les Dalis travaillent pour eux. Des contrats annuels pour un maximum de 150 € par an. Ce contrat ne concerne qu'une seule personne, mais toute sa famille doit contribuer. Femmes, enfants, tout le monde dans les champs, et lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils doivent emprunter aux castes supérieures. Si l'argent n'est pas remboursé, les castes supérieures viennent prendre les femmes ou les filles comme domestiques ou pire. Cette dépendance permet aux castes supérieures de garder les Dalis soumis, génération après génération. Et même si un Dali réussit à s'extraire par l'éducation, il reste marqué. Quel que soit son niveau d'études, sa réussite professionnelle, il appartiendra toujours à une caste inférieure. Un professeur Dali, un avocat Dali, un ingénieur Dali, ne pourra jamais boire à la même fontaine qu'une personne de caste supérieure dans son village d'origine. S'il le fait, c'est la décapitation assurée. Littéralement. Mais le système de caste ne se contente pas d'opprimer économiquement, il autorise aussi la violence. Dans l'état de l'Haryana, une jeune fille de 15 ans, se rendant chez sa grand-mère, a été abusée par 8 hommes dans une voiture. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'elle était Dali. Lorsque la famille de cette dernière a refusé l'argent du silence, qui est de 26 000 € pour retirer leur plainte, elle a été bannie du village. Le Conseil des Anciens, contrôlé par les castes supérieures, a décidé que personne ne devait ni leur parler, ni leur vendre quoi que ce soit, ni les aider d'une quelconque manière. Cette histoire n'est pas une exception, car chaque jour, des femmes Dali sont outragées, brûlées vives et même assassinées. En fait, ce n'est pas seulement une question de caste, c'est aussi une question de genre. En Inde, les femmes font face à une violence systémique. Marcher seule dans la rue devient une épreuve permanente. Les regards insistants, les commentaires grossiers, les rires de groupes d'hommes, les touches accidentelles dans la foule. L'état de l'Haryana enregistre le plus de violence contre les femmes en Inde. L'ironie est saisissante. L'Inde vénère des déesses, célèbre la féminité dans ses temples. Et pourtant, dans la vie quotidienne, les femmes sont traitées avec moins de respect que les vaches sacrées qui errent dans les rues. Au cœur de tout ce chaos, de la pollution, des embouteillages interminables, il existe un symbole. Un symbole que l'Inde peut utiliser, si elle le veut vraiment, pour résoudre ses plus grands problèmes. Le métro de Delhi. Ce projet a été conçu pour la première fois en 1969. Mais pendant 33 ans, il est resté bloqué. Les agences gouvernementales se sont passées le dossier. Les fonctionnaires ont étudié, débattu et élaboré des plans puis ont classé le dossier. Pendant ce temps, la population de Delhi explosait et de plus en plus de véhicules à essence envahissaient les rues. Mais en 2002, quelque chose a changé. La première ligne du métro a ouvert. Aujourd'hui, il y a plus de 12 lignes, plus de 254 stations et plus de 350 km de voies. Des millions de passagers par jour fréquentent le métro de Delhi, qui est le 6e réseau de métro le plus fréquenté au monde. Des centaines de milliers de tonnes de CO2 économisées chaque année grâce à la réduction des véhicules sur les routes. C'est le premier système ferroviaire au monde à obtenir des crédits carbone. Le métro de Delhi est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est la preuve que les Indiens sont capables de s'attaquer à leurs plus grands problèmes et de les résoudre. Et ce n'est pas le seul signe d'espoir. Aujourd'hui, l'Inde est l'un des plus gros constructeurs de centrales solaires au monde. Au Rajasthan, le parc solaire de Badla est l'un des plus grands au monde, tirant parti de l'ensoleillement intense de la région. Au Gujarat, le parc solaire éolien de Kavda est un projet colossal, intégrant des millions de panneaux solaires et des éoliennes pour une production massive d'énergie verte. 70% de l'électricité indienne est encore produite à partir de charbon, mais cela est en constant changement car les autorickshaws et les motos passent à l'électrique. Le gouvernement a lancé la mission Inde propre. 90 millions de toilettes ont été construites depuis 2014. Aujourd'hui, plus de 70% des Indiens y ont accès, contre presque zéro auparavant. Le gouvernement de Delhi a fourni de l'eau à ceux qui en manquaient. Ces progrès montrent que l'Inde avance, lentement et chaotiquement, mais elle avance. Cependant, tous ces signes d'espoir ne doivent pas masquer les dangers qui persistent. Prenons Gurgaon, qui est le pôle technologique de l'Inde. On y trouve des zones ultramodernes autour des grands sièges et campus corporatifs,
Cyber City, Golf Course Road, Udiog VR, avec des immeubles de classe mondiale. Mais juste après le portail du complexe, plus rien. L'accès à l'eau est précaire, les réseaux d'égouts sont défaillants, les forces de police sont moins nombreuses que les agents de sécurité privés, les infrastructures publiques, transports urbains, trottoirs, gestion des déchets, assainissement, restent inégales, surtout comparées aux infrastructures privées des complexes haut de gamme. C'est le problème de l'Inde, le secteur privé a créé des standards de classe mondiale alors que le secteur public n'a pas suivi le rythme. À Delhi, la pollution reste catastrophique. Le fleuve Yamuna est un égout à ciel ouvert dont le principal problème est l'afflux massif d'eaux usées non traitées. Delhi n'a pas encore la capacité de traiter toutes ces eaux usées, ce qui signifie que des volumes importants rejoignent le fleuve directement et plusieurs zones industrielles n'ont pas de traitement des effluents, ce qui ajoute des polluants dangereux. Au même moment, la bureaucratie continue de bloquer le développement immobilier. Ajoutez à tout ça, l'Inde a un dividende démographique. Plus de 50% de sa population a moins de 30 ans. Une gigantesque main-d'œuvre jeune qui, en théorie, pourrait alimenter une croissance économique sans précédent. Mais ce dividende est une arme à double tranchant. Comment créer assez d'emplois pour des centaines de millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année? Si l'Inde échoue, cette jeunesse désœuvrée, frustrée, sans avenir, pourrait devenir une bombe à retardement. Alors, que va-t-il se passer? Les 5 à 10 prochaines années seront cruciales car si les dirigeants de Delhi parviennent à adopter des lois qui permettent un développement efficace, si l'Inde résout ses problèmes de logement, de transport, de pollution, d'eau, si elle crée des millions d'emplois pour sa jeunesse, alors l'amélioration de la qualité de vie sera l'un des faits marquants de la première moitié du XXIe siècle et l'Inde deviendra une puissance mondiale avec peu de rivaux. Mais si elle échoue, si la corruption persiste, si les inégalités continuent de se creuser, si les tensions de caste explosent, alors ce géant de plus d'1 milliard d'habitants pourrait s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions.